Il y a plus de 10 ans de cela, je traînais pas mal dans une boutique en Isère qui s'appelait Légende d'Autre Monde. C'était un de mes spots favoris pour chiner de la carte Magic et bien sûr des figurines. Je me souviens, dans la réserve, il y avait des cartons et des boîtes à chaussures remplis de figurines vintage de toutes les gammes et toutes les époques. Le paradis. Avec un des patrons, devenu pote, on est parti un jour à Grenoble en virée pour aller à l'ouverture d'une boutique de connaissances à lui. Arrivé sur place, je me souviens être resté bloqué un long moment devant la vitrine. Dans cette vitrine, prenaient des statuettes mythiques accompagnées de figurines, pour ne pas dire d'œuvres d'art, que j'avais découvertes dans les magazines Ravage et War Dwarf, avant de les voir dans cette vitrine. Donc imaginez le choc. Spire, si tu regardes cette vidéo, je te dédie cet épisode, il n'existerait certainement pas sans toi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma feuille temporelle. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, je me suis prêté au jeu de l'interview. J'ai eu la chance de visiter l'antre d'un artiste très talentueux dans l'univers du modélisme sur la scène française depuis de nombreuses années. Nous avons réalisé ces images en juillet 2023 et aujourd'hui, je vais vous parler d'Alexandre Vallée. Salut Alex. Salut Alex. Merci beaucoup de nous recevoir dans ta boutique. C'est avec grand plaisir. Très bien décoré, le cadre. J'ai fait un petit effort. Ouais, t'as fait un petit effort. Ouais. Du coup, tu vas répondre à quelques questions que je vais te poser. Ouais. On va diviser ta vie artistique en 3 parties. Le passé, le présent et le futur. Parfait. Essaye de me répondre le plus honnêtement possible. Alone in the war. À quel âge t'as peint ta première figue? Je pense que j'avais 9 ans. Sans parler de Mako moulage, parce que ça c'était plus tôt, mais la première vraie figurine pour un jeu, je pense que c'était 9 ans. Ouais. D'accord. Ouais. C'était quoi? C'était les figurines de la légende de Zagor. Ça me dit rien ça. Ah, c'est un jeu de plateau qui est un peu de l'époque des premières versions d'HeroQuest. C'était Parker qui l'éditait, je crois. Et c'était pareil, il y avait des salles, des monstres, le guerrier, le nain. Il fallait écumer les salles dans un donjon en 3D. Alors il y avait un décor en plastique. Okay. Tout était en plastique avec des vrais 3D et tout ça. Et on avait même une boîte qui nous parlait, c'était un jeu interactif. Okay. Et il y avait une belle collection pour l'époque. Enfin, je pourrais vous le montrer, c'est quand même pas très joli. J'en ai encore une partie, j'ai plus de tout. Mais voilà, Légende de Zagor, première figurine. Okay. Tu as eu un passé de peintre quand même assez coté à l'époque. Tu as gagné des Golden Demon, il me semble. Ouais, quelques-uns. Combien? 4 officiels et un 5e où en fait on a peint 2 qui n'est pas à mon nom du coup, mais du coup ça fait 5. Ok, classe. Quelle année t'as gagné ta première statuette? 2004. Pour les néophytes, le Golden Demon est un concours de peinture organisé par Games Workshop, l'éditeur des figurines Warhammer. La première édition a lieu en Angleterre en 1987. En France, on a le droit à la première 10 ans plus tard. C'est grâce à ce concours que j'ai découvert le travail d'Alexandre avant de le rencontrer. Vous l'avez compris avec mon intro, et ça mérite une petite pause dans l'interview pour vous laisser admirer ses merveilles. Alone in the war. Alone in the dark with nothing but your thoughts. Time can draw out like a blade. You are alone in the world.
C'est laquelle, la figurine que tu as présentée, que tu préfères? Au Golden Demon, Ouais. je dirais. C'est dur de dire, c'est dur de choisir une figurine qu'on préfère dans ce qu'on a fait. Je dirais peut-être une qui m'a plus marqué qu'une autre. C'était la première année où en fait j'ai fait une sculpture intégrale pour participer à la catégorie Open. Ok. Et du coup, c'était même une année un petit peu. C'était les débuts de la naissance du truc. Et pour moi, c'était vraiment que les mecs dingues qui sculptaient des figurines intégrales. Donc, je voulais aller me fighter avec eux. Et donc, j'ai sorti une pièce et qui, du coup, avait super bien marché. À mon grand étonnement. Et bon, j'avais rien gagné, mais j'avais quand même fait ma petite photo dans le White Dwarf. Et quand j'ai vu avec qui j'avais fini dans la vitrine, c'était pour moi presque mieux qu'un trophée parce que ça m'avait rendu fier. Avec Ouais. qui c'était? Bon, il y avait tous les pots, les gros de l'époque. Hein. Il devait y avoir Léo Tremba, peut-être un Giraldez qui traîne. Voilà. Des jolis noms. Ouais, voilà. C'est quoi le premier film qui t'a marqué? Star Wars, Ah ouais? avec mon père tout petit. Ouais. Je crois que c'est le premier truc que j'ai regardé un petit peu vraiment dans un univers SF ou fantasy qui n'était pas fait pour les enfants. Et ouais, c'est clair que le premier truc, c'était Star Wars avec mon père. Moi, c'est Jurassic Park. Ouais, aussi, mais Au c'est cinéma, quand c'est j'étais venu gosse, après. tu vois. Ouais. Du coup, au cinéma Jurassic Park, quand Ouais. t'es gosse, ça marque à vie, je pense. Ah ouais, Jurassic Park, c'est pareil, il est dans ma liste. Mais ouais, Star Wars, c'était plus tôt. Ouais, c'est quoi le premier CD que tu as acheté avec ton propre argent? Oula, c'était, je crois que je m'en souviens parfaitement. Il me semble, faut pas rire, que c'est un CD 2 titres de Scatman. Ah, excellent! Voilà, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Et je crois que je m'étais acheté le CD 2 titres de Scatman. Classe. Que je n'ai plus, mais. Dommage, à mon avis, c'est collector, ça. Ah ouais. Alone in the war. Donc, Hobby Shop, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette boutique. Alors, Hobby Shop, c'est né d'une volonté où, en fait, moi, à une époque, avant Hobby Shop, j'étais menuisier. D'accord. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et en fait, la boîte à laquelle je bossais était en mauvaise santé, elle a coulé. Je me suis retrouvé au chômage pendant 2 ans. Et en fait, j'avais déjà émis l'idée, avec 2 amis, d'éventuellement monter un studio de peinture ou faire quelque chose autour de la figurine. Ces 2 amis, d'ailleurs, étaient salariés de chez Games Workshop à l'époque. D'accord. Il y avait une boutique juste à côté, je crois. Ouais, bah, c'est là où on a fait toute notre enfance. Hein. Et de fil en aiguille, donc on a monté un petit studio. Donc ils ont quitté Games où ils se sont fait limoger. C'est souvent ça, hein, malheureusement. Donc il y en a un qui a quitté délibérément, l'autre qui s'est fait jarter proprement. Et on a monté d'abord Studio 38. Oui, je me souviens. On a bossé dans mon garage pendant 2 ans. On l'avait aménagé propre et tout. Et au bout de 2 ans, forcément, les droits chômage commençant à s'amenuiser, on s'était dit, pour faire du vrai blé, il faut qu'on ouvre un shop. C'était pas ma volonté à la base, parce que moi, j'étais bien en mode atelier. Et du coup, voilà, on est parti de rien. On avait quasiment pas de sous. On a pris le peu de trésor qu'on avait à Studio 38 pour faire un gros prêt au shop. Du coup, il y a 12 ans maintenant. Il y a 2 ans. Ouais. Ok. Et vers quoi tu te diriges maintenant, du coup, avec la boutique? Là, avec la boutique, on vit une période qui est plus comme à la période du lancement. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, déjà les moyens de diffusion c'était pas les mêmes. La 3D ça n'existait pas. Le seul moyen d'avoir ces règles, tout ça, c'était d'acheter des bouquins. Il y avait beaucoup moins de partage internet, c'était quand même beaucoup moins répandu. Et c'est vrai qu'on vendait beaucoup de matériel. On vendait les livres, on vendait énormément de figurines, parce que le seul moyen d'avoir figurines, c'était de les acheter dans un magasin. Et c'est surtout qu'il y avait moins de choses, moins de produits, moins de demandes, moins de public. Et c'est vrai qu'en 12 ans, personnellement, moi j'ai vécu une grosse transformation de la façon déjà de consommer la figurine par la clientèle à proprement dit. Que ce soit du coup soit par bêtement procuration, parce que du coup c'est des produits qui ont augmenté beaucoup dans le temps en prix, tout ça, donc soit par procuration parce qu'il y a des gens qui ont clairement du coup laissé tomber et qui vivent le hobby uniquement par procuration, par les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, tout ça. Et après il y a aussi donc les gens qui sont encore les moyens de s'acheter des figurines et qui craquent complètement sur tout et tout ça, mais ça devient rare maintenant, on a beaucoup de 3D et tout ça, et tellement que les produits deviennent chers, et c'est vrai que la consommation de produits attitrés à une gamme et tout diminue beaucoup, parce que quand on a une figurine qui vaut 10 ou 15 euros pièce chez une marque et qu'on peut l'imprimer pour quelques centimes chez soi,
peut-être elle sera moins bien, mais il y a beaucoup de gens à qui ça satisfait beaucoup. Donc c'est vrai que le commerce de figurines matérielles, il est en train clairement de se transformer. Et voilà, une boutique, il faut beaucoup de produits, parce qu'il faut satisfaire beaucoup de demandes qui sont très différentes. Il les faut tout de suite, parce qu'avec la consommation des produits, notamment par Internet, les gens, en un claquement de doigts avec Amazon, ils s'habituent à avoir tout de suite et le lendemain. Et c'est vrai que, nous, au Bishop, on est resté tout le temps une petite structure. On n'est pas devenu un Philibert ou un machin comme ça. Et c'est vrai qu'en cette volonté de rester une petite structure, on était obligé de ne pas avoir un énorme stock. Et du coup, c'est vrai que le roulement, ça commence à être compliqué. Les gens sont pressés, veulent tout de suite. Et sont de moins en moins compréhensifs, malheureusement. Même si on a encore des très grands passionnés, on trouve encore plein de gens. Mais c'est vrai que le public, c'est plus le même qu'il y a 12 ou 15 ans. Ok. C'est plus tout à fait pareil. C'est avec ce premier studio, Rix, qu'Alexandre commercialisa ses premières sculptures. Rix était un jeu de bataille, de gang, qui s'affrontait dans la rue. On incarnait un punk, une gourgandine, un dealer, un clodo, une racaille, un skater. On se mettait sur la gueule dans les rues, c'était plutôt sympa. J'ai même trouvé des blisters, encore scellés, en chinant un petit peu. Et il se pourrait peut-être qu'on fasse une ouverture avec le créateur. Si ça vous plairait comme épisode, mettez-le moi dans les commentaires. On se fera une session rétro unboxing avec Alex. Tu bosses sur quoi en ce moment? Alors, là en ce moment, clairement, moi j'essaie de reprendre un petit peu la partie. Clairement, ce que j'étais en train de faire du hobby, c'est fabriquer, faire des figurines, peindre, sculpter, rafistoler, pourquoi pas faire des vidéos. Je pense que du coup, déjà moi, au niveau humain, je me suis un peu fatigué du relationnel des gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, on vit de sa façon, on est content, et après, avec le décalage de poste, qui fait que du coup, je ne peignais plus, je ne jouais plus, et que j'étais juste là pour tamponner des coups de téléphone, commander de la cam. Clairement, j'étais dans ma passion, mais plus dans le plaisir. T'étais manager plus qu'artiste, quoi. J'ai fini à la fin tout seul à la boutique, donc du coup, forcément, manager. Et déjà plus de temps pour produire, plus vraiment je ne faisais plus de figurines. J'avais même plus envie de jouer. Et puis c'est surtout que derrière aussi, malheureusement, avoir un commerce, c'est beaucoup d'horaires et tout ça. Ayant une famille, au bout de 12 ans, ça pèse. Les enfants grandissent. Papa n'est pas à la maison. Donc voilà, pour moi, c'est important aussi de pas... C'est une passion, mais il ne faut pas que ça me bouffe toute ma vie. Puis c'est surtout que faut pas... Les gosses, c'est super important. Ok. Voilà. T'écoutes quoi comme style musical quand tu peins? C'est très 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 varié. Je peux très bien écouter du métal, doux, violent, de la funk, pourquoi pas japonaise même. J'écoute pas mal de rap. De la funk japonaise. Ouais. Tiens, j'allais te demander de me donner une track. Donne-nous une track de funk japonaise. Alors les tracks, pour les dire en japonais, vu que je le lis pas, je t'avoue que je pourrais pas te dire. Mais en fait, bêtement, pour faire une petite pub à une chaîne YouTube qui s'appelle Kids 94, c'est une chaîne qui fait que de la funk. Okay. Et c'est un mec qui est ultra spécialisé et qui fait des playlists d'enfer, notamment quelques-unes en japonais. Et, je connais pas les tracks, mais je connais très bien les playlists. J'irai voir. Jette un œil à une chaîne YouTube qui s'appelle Vinyl Archéologie. Ouais. C'est un gars, il digue des trucs totalement surréalistes et improbables. Autant t'as de la daube, autant t'as des pépites une fois sur deux. Ah ouais, mais des fois tu trouves des trucs comme ça. Ah bah ouais. C'est pas mal. Est-ce que tu geeks? Je geekais. Tu geekais. Jeux vidéo? En fait, j'ai des façons de geeker qui sont pas jeux vidéo. Je geek, mais c'est pas vraiment du geekisme comme on le voit modernement. Détail. Comment le. Moi, je suis un peu un gogol. C'est-à-dire que dès qu'en fait je commence à aimer quelque chose, j'ai un peu une maladie qui est la collectionnite. Je suis pareil. Et en fait, ça, au grand désespoir de ma femme, je suis passionné par trop de choses. Donc, en fait, je geek, mais je geek pas sur du jeu vidéo. J'élève des fourmis, une énorme collection de bonsaï. J'ai des aquariums à la maison, j'ai des rongeurs, des animaux. J'adore m'occuper de mon jardin, de mes fruitiers. Donc, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se cantonner à une passion, qui fait tout un peu comme il peut. Mais ouais, je geek beaucoup, mais voilà, sur mes arbres, sur mes animaux. Et quand tu étais un peu plus jeune ou ado, tu as fait du jeu de rôle papier? Jeu de rôle, je dirais que c'est presque au même moment où j'ai commencé à toucher mes premiers jeux de plateau avec figurines, forcément au collège, ça commençait un peu les jeux de rôle, tout ça. C'est venu à peu près en parallèle, à l'époque je jouais à Cyberpunk. Ah ok. Voilà. Ouais. Je vois bien. Ton arme est préférée à Battle, mais pour le lore et le look.
facile. Orc et Gobelin. Ah ouais, Ah ouais. Je pensais que t'allais hésiter avec les Skaven, tu vois. Alors moi j'ai toujours été un peau verte dans l'âme depuis tout petit et en fait j'ai été un peu embrigadé avec les peaux vertes avec un gars que j'avais rencontré au Games à l'époque avec qui on avait bien sympathisé et c'est vrai qu'on était devenus les deux joueurs Orc et Gobelin un peu attitrés de la boutique et j'ai jamais réussi à sortir de là. J'ai fait un peu de KO mais déjà ouais jouer des gentils pour moi c'était pas possible. Ouais, c'est chiant, je vais gentil. Ouais, et ouais, c'est vrai que Skaven, j'aurais pu, mais mon meilleur pote les jouait, puis on était vraiment en guerre de vermine contre vermine, donc la verte contre la marron. Donc je vais bien laisser les Skaven, et non, j'ai toujours été un pot vert dans l'âme. Ouais. Même question pour 40K. 40K Tyrannide. Ouais. Ouais, parce que Le c'est les Lord plus des gentils de Tyranides, l'univers. incroyable. C'est les plus gentils de l'univers, c'est les seuls qui n'ont pas de problème finalement. C'est vrai. Alone in the war. Maro, Ouais. raconte-nous cette nouvelle aventure. Alors Maro, c'est un peu né de rien aussi. C'est-à-dire que du coup, avec Hobby Shop, on a quand même brassé pas mal de gens, de peintres, de passionnés, de vieilles figurines, de nouvelles figurines. Et en fait, on a fait des rencontres. Parce que du coup, avec mon collaborateur Greg, on est fan d'un peu de vintage en figurines et tout ça. Puis on avait deux clients qui étaient vraiment un peu dans le même mood. Et à force de discussion, on s'est dit, mais pourquoi pas, les deux dessinent, donc pourquoi pas, faites-moi des dessins, on voit ce que ça peut donner. Et c'est né de rien à la base, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelques dessins, on a fait 2 protos, donc un Gobelin et un Skaven. Et en fait, on s'est complètement autosatisfait de nos 2 premières figurines. Et du coup, on a eu tout de suite l'envie d'en faire plusieurs. C'est un projet qui a mis quand même du temps à sortir. C'est les illustrations qu'il y a derrière toi, non? Là, il y en a 2. Ouais, là, il y en a une là. Donc ça, c'est Jean Peinture ou Jean Dessin ou Jean Tatouage. Parce que c'est Jean quelque chose, il s'appelle même pas Jean. Allez, il s'appelle Adrien Brissonnet. Voilà, Ok. son nom. Et là, on peut le trouver sur Sceptique le Soucher. C'est Gabriel Pisson qui, lui, fait de l'illustration au dot, normalement. Et voilà, donc on est parti de là. On a fait 2 séries de figurines. Au début, on avait émis l'idée peut-être de les proposer sur Kickstarter, puis finalement, en fait, on a eu de quoi financer la production, donc on les a vendus en direct. Et donc ça s'est lancé un peu comme ça, voilà, projet passion, à la base. Bizarrement, les 2 premières bandes, c'est Des gobelins et des scarabées. bizarre, hein. Ouais, voilà. Si tu devais en rajouter une nouvelle, ce serait quoi? Je dirais qu'on va en faire plusieurs. De ma volonté, moi j'aimerais bien rajouter des démons. C'est des trucs que j'ai envie de sculpter, du démon. Concrètement, après le projet Maraude, c'est un projet collab. C'est-à-dire que moi, je veux pas imposer les gens, je veux pas imposer aux gens qui dessinent, je veux que tu me fasses ce que j'ai dans la tête ou quoi. Ce qui est cool avec Maraude, c'est de prendre un gars qui a un style, de garder ce style, en gardant un petit peu, forcément l'esthétique, le but de Maraude, de l'esthétique de Maraude, c'est de rester un peu sur de la figurine sculptée à l'ancienne, moulée à l'ancienne, avec le moins de pièces possible, si possible des monoblocs, et avoir des poses un petit peu, voilà, nos références, c'est les vieilles figurines de Warhammer, les premières confrontations, donc on essaye quand même de rentrer un petit peu dans ces codes-là pour tout le monde, mais après chacun est libre de ses thèmes. C'est-à-dire que du coup, c'est Jean qui a choisi de faire des gobelins, et c'est Gabriel qui a choisi de faire des Skaven. Là, donc, je vous spoil, là, il y a du coup une race d'hommes bêtes, c'est pas vraiment des hommes bêtes, je dirais que c'est voilà, un gang d'ongulés, on va dire, qui est dessiné du coup par un 3e gars qui était un ancien, qui est un client de la boutique, qui s'appelle Alexandre aussi, Alexandre Thiémonge, qui lui qui est jeune, hein, qui vient juste de rentrer en école d'art et tout, et puis vu que c'est un mec avec qui je m'entends bien, je lui ai proposé de faire quelques dessins. Donc là, on a premièrement un homme bête qui va sortir, et 2e figurine de la série, ça sera probablement un homme vache. Ok. Voilà. Excellent. Et donc, on aurait éventuellement une bande qui tourne autour des animaux de la ferme. Un peu. Voilà. Avec le fleuve qui va avec. Au moment où j'écrivais ces lignes, Alex bossait justement sur la création de ces sculptures. On en était à cette étape-là. Je vous laisse aller checker maintenant sur ses réseaux l'avancement. Si tu avais un pouvoir magique qui te permettait de vivre 24 heures dans la peau d'un personnage fictif, tu choisirais qui? John McClane. Yippee-ki-yay, motherfucker. T'as pas réfléchi. Ah ouais, non. Pourquoi? Il est génial. C'est mon héros. Ça a toujours été mon héros. Il est vachement plus fort qu'Harrison Ford. Alors, John McClane, sans hésiter. Je pourrais prendre tous les risques, il m'arriverait jamais rien. Ouais. Parfait. Ça vaut presque un MacGyver dans le niveau de chance, quoi. Ouais, sans mulet.
C'est quoi tes aspirations artistiques, tous médiums et époques confondus? Qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu peins, quand tu crées, quand tu penses à un truc? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Alors, moi, j'aime beaucoup le psychédélique en général, déjà de base. Et c'est ce qui fait aussi que toutes mes premières pièces où vous me voyez un peu dans les magazines, ça m'a aidé à avoir une patte d'originalité, à utiliser à l'époque des couleurs qui étaient très saturées, des fluos, des gros mélanges, des formes un petit peu incongrues. Là où à l'époque, c'était très carré, très corporate dans les concours, les désaturés, des gris, tout ça. Donc c'est vrai que ouais, quand on voyait une de mes figurines, généralement au milieu des compétitions de l'époque, on savait que c'était moi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a déjà influencé au niveau du traitement des couleurs, voilà, tout ce qui est psychédélique, le fluo. J'ai toujours été passionné, toujours un petit peu sur le bureau. C'est toi qui as peint ça là? Non, ça c'est justement un peintre psychédélique que j'ai rencontré au Portugal et à qui j'ai acheté ce tableau qui est complètement délavé depuis, parce que c'est un print, je n'ai pas les sous de m'acheter l'original. Et non, bah voilà, celui-ci je l'ai rencontré sur un festival. Non, c'est pas moi qui ai sorti ça. C'est Adam Scott Miller, le gars. Et c'est un mec en fait qui est resté perché et qui du coup peint parce qu'en fait il est fort vraiment avec nous, mais voilà, il peint ce genre de truc. Et lui, ces toiles, ça c'est un print, mais la toile originale, elle fait 1m50 de haut, il fait des trucs monstrueux, quoi. Ouais, il a des connexions, nous on n'a pas, et puis... Ouais. Et après, forcément, tout ce qui est voilà, la vieille fantasy, donc moi je suis un gros fan de Frank Frazetta, par exemple. Ouais. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui a lancé la fantaisie moderne, presque, au niveau des proportions, des dynamiques, des trucs comme ça. Pour moi, c'était vraiment, quand j'ai découvert Frazetta, il était vraiment ailleurs et bien avant tout le monde là. Il y en a plusieurs d'autres, les Valero, les machins, mais c'est vrai que Frazetta, pour moi, c'est vraiment le master de chez master. Et après, bon, il y en a plein. Je suis fan de Kevin Walker, Adrian Smith, tout ça. C'est encore après derrière, mais c'est vrai que, ouais, en gros, un peu de psychédélisme, un petit peu de gros classiques en fantasy. Généralement, voilà, je suis bien content au niveau visuel. Déjà, Ouais. Est-ce que tu envisages de te représenter un Golden Demon un jour? Est-ce que j'envisage de le faire? Alors, je ne dis pas que je ne le ferai pas. Pour l'instant, non, j'envisage pas forcément de le faire parce que en fait, si j'allais au Golden Demon, c'était pas juste pour me présenter, juste pour dire je veux une statue, quoi. C'était parce que à l'époque, le Golden Demon, tu rentrais, c'était une vraie fête. C'était une vraie fête. Il y avait des tables de jeux à gogo, une expo de peinture. C'était quand même aussi, là où à l'époque c'était quand même le public beaucoup bien amoindri par rapport à maintenant. Et puis du coup tu rentrais là-bas, tu payais 30 balles, tu avais ton Golden Demon, ton stand franchement, c'était une journée de fête. Et c'est vrai que ça a quand même, pareil, beaucoup changé. Maintenant, un Games Day ou un truc comme ça, maintenant tu payes, il faut payer l'entrée, il faut payer le concours, il faut payer tout ce que tu fais, toutes les activités sont payantes, les stands, il faut attendre des heures. De plus, maintenant, il n'y en a plus en France. Donc, il faut se taper... je savais pas ça. Maintenant, c'est soit États-Unis, soit Angleterre. Donc, il y a 2 étapes de Golden Demon par an. Donc, aller aux États-Unis, payer un billet de train pour aller dépenser encore 500 € sur place, c'est cool. Je trouverais ça cool de participer à la compète. Mais je trouve ça pas cool la manière où ça a tourné, où à l'époque, c'était une fête. Et que maintenant, en fait, c'est juste un méga salon commercial. C'est une pompe à blé. Et... franchement, j'aimerais bien avoir une compète actuelle parce que c'est plus du tout les mêmes qu'avant, c'est plus du tout le même niveau, c'est international de ouf et tout. Mais je suis pas prêt à faire la démarche de faire mon passeport, prendre l'avion, dépenser des 1200 pour juste aller, pour avoir la fierté d'avoir une figurine dans une vitrine avec les autres. Et je suis trop vieux pour ces conneries. Ces enfants en France, avec plaisir, déplacer sur une petite compète là dans le coin, soit pour aller juger, soit pour amener une figue ou quoi, avec plaisir pour voir les copains et tout. Pour l'instant, non, dans ma tête, je suis pas prêt à aller au Golden Demon, du moins, tant que ça coûte à ce prix-là, et ouais, je trouve que ça ne vaut pas le sacrifice. Mais l'évolution du Golden Demon est assez représentative de celle de World Life. Tu regardes World Life, il y a 15 ans, il y avait des rapports de bataille, il y avait des guides de peinture, il y avait des trucs cartonnés à découper pour monter son bunker, il y avait des trucs super intéressants, des petites BD. Maintenant, c'est un catalogue de vente. C'est un catalogue de vente. C'est un catalogue de vente. Donc
Avant, ils te mettaient les décors et t'apprenaient à faire des trucs avec des déodorants et des cuillères en papier. Les cactus Il y rouges, avait- avec ouais, les il y avait rouges, trop de avec craft les et tout, trop intéressant. Et c'est vrai que du coup, bah, là, on était encore à l'époque passionnés. C'était des mecs, ils étaient dans leur studio, ça leur faisait plaisir de transmettre, de dire vas-y, cherche dans ta poubelle, tu vas voir, c'est pas cher les Warhammer. Mais non, c'est plus du tout cette mentalité-là. Et puis du coup, l'événement qui est collé à ça, forcément, s'en ressent. C'est un peu triste. C'est un peu triste, oui. Oui, mais après, on trouve quand même des événements où il y a cet esprit-là. Alors oui, il n'y a pas les tickets Warhammer en gros dessus, mais en vrai, les événements de passionnés, où on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller s'amuser à un week-end, à se gaver de figurines et en prendre plein les yeux, ça existe. Oui, il n'y a pas les tickets Warhammer, mais c'est pas pour ça qu'on s'y amuse moins, en vrai. Donc voilà, moi je suis plus maintenant sur de la convention de jeu, des rencontres de peintres, des trucs comme ça. Je trouve ça déjà vachement plus sympa. Puis je trouve que du coup, la sphère mondiale, maintenant, d'arriver dans un truc où il y a tant de gens, est-ce que finalement, tu passes pas ta journée juste à courir pour au final avoir passé à 1000 à l'heure la journée et ressortir avec finalement pas tant de souvenirs que ça. Je sais pas comment ça pourrait se passer maintenant. Bon, j'ai fait mon petit tour de mes 15 questions sur les 3 étapes de ta vie. T'as Ouais. quelque chose à rajouter? Pas particulièrement. Non. Non, bah. Merci de nous avoir accordé ce petit temps dans ton studio. Bah, avec grand En plaisir en tout activité. cas. J'ai rangé avant que vous veniez. et tout. C'est fort apprécié. On reviendra peut-être du coup pour l'occasion. Avec plaisir. Si tu trouves ton nouveau local, tu nous tiendras au courant. On fera Ouais, peut-être parce une que là, mise à jour des- c'est du temporaire, on va dire. Mais ouais, normalement, j'aurai un nouveau studio d'ici octobre. Ok. Vous seriez conviés si. Avec plaisir, on reviendra. Voilà. Et ben, une prochaine. Avec plaisir, Alex. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci à toi. Tout ça. C'est ainsi que se termine ce premier auditorium sur la chaîne. J'espère que ce nouveau format vous plaît. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je remercie Thibaut qui a fait des prises de son et de vue du coup à Hobby Shop, là où on a interviewé Alexandre. Et j'ai un merci tout particulier à faire pour Le Merle, un jeune artiste qui a créé cette interprétation de mon logo que je trouve magnifique, tout à la main et qui me servira à illustrer du coup toutes les vidéos de ce format. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.